Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de participer à ce webinaire organisé donc par le Cercle Gallimard de l'enseignement et avec notre chère autrice Isabelle Pandazopoulos. Un petit mot rapide parce que vous êtes venu écouter Isabelle évidemment et discuter éloquence avec elle. Je voulais juste la présenter en quelques mots. J'ai lu récemment que Isabelle était née en 1968. Et ça lui va parfaitement bien d'être née en 68 parce qu'elle est tout à fait rebelle et anticonformiste. C'est ce qu'on sent dans ses romans. Isabelle, tu es née dans une petite ville proche de Paris et je crois que tu te félicitais que cette petite ville est une bibliothèque, bien que toute petite, pour satisfaire tes envies de lectrice. Donc Isabelle, lectrice dès le plus jeune âge, comme souvent les autrices, et puis professeure de lettres dans sa première vie, et puis professeure de lettres toujours, j'imagine, parce que professeur un jour, professeur toujours. Professeur de lettres en ZEP presque tout le temps, je crois. Et après, même avec des profils beaucoup plus décrocheurs, ou particulièrement décrocheurs, et puis ensuite avec des élèves qui souffraient de handicap et d'autisme. Tu m'arrêtes, hein. Mais je crois que c'est ça. Ton premier livre, alors là j'y vais de mémoire, peut-être qu'il faut que j'ai mon anti-sèche, 2006 je crois. Est-ce que j'ai 2006, une petite maison d'édition nantaise pour ton premier livre. Ouais. Et puis, chez nous, parce que c'est ça qui nous intéresse et que c'est quand même là qu'est la belle part de ton œuvre, à la fois des titres pour les adolescents et les jeunes adultes, et puis des titres pour les plus jeunes dont je parlerai après. Toujours des sujets extrêmement variés, mais que tu manies systématiquement à merveille, et puis toujours une très grande exigence littéraire. Alors, on a dans le désordre La décision sur un déni de grossesse, Double faute sur l'éducation des champions et les relations fraternelles, Trois filles en colère sur le destin croisé de trois jeunes femmes tout à fait déterminées à devenir libres avec un grand L, L'honneur de Zacharia qui raconte l'histoire d'un jeune homme de 20 ans accusé d'un meurtre, à tort, à raison, en tout cas accusé d'un meurtre. Évidemment, Demandez-leur la lune dont on va parler. Et puis, juste un petit mot pour vous dire qu'Isabelle est aussi, et j'aime beaucoup ces textes-là, revisite avec brio la mythologie. Isabelle est chez nous la maman d'Hercule et de Jason, mais également des héroïnes de la mythologie qui là viennent toucher un public un petit peu plus jeune. Et voilà, au milieu de tous ces écrits féministes, c'était absolument génial de revenir aux premières féministes de l'histoire avec Athéna, Pénélope, Déméter. Bon, mais c'est bien de Demandez-leur la lune qu'on va le plus parler aujourd'hui, titre qui est donc en lice pour le la première édition du prix Gallimard Jeunesse des collégiens. Demandez-leur la lune, qui est donc édité en poche et qui sera aussi édité dès le mois de janvier en livre audio. Et donc ça, on se réjouit particulièrement d'accueillir ces livres. Vous savez que tous nos titres ne sont pas en livre audio, c'est vraiment ceux qui ont un joli succès et ceux qui peuvent être, ceux qui sauront trouver un autre public, pas seulement en papier, mais aussi en audio. Ça peut être vraiment chouette pour vos élèves aussi. Et puis vous, un support d'études. On a de la chance parce que l'enregistrement de ce livre est en cours et on pourra vous passer quelques extraits. C'est la brillante Rachel Arditi, comédienne et puis aussi toute jeune autrice qui le lit et on pourra entendre sa voix et son brio pour incarner nos 4 protagonistes. Je pense que j'ai tout dit. Je vous retrouverai en fin de webinaire pour une partie échange, questions-réponses. N'hésitez pas surtout à les poster au fil de la conversation. Ne vous inquiétez pas, ça ne viendra pas interrompre les propos d'Isabelle. Et puis moi, je les stocke. Et puis à la fin, on pourra justement revenir sur les points qui vous ont interpellé ou ceux sur lesquels ceux qu'on n'a pas traités. Pardon. Je laisse la parole à Isabelle et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon ben voilà, c'est à moi. Alors, bienvenue à toutes et tous. Voilà, donc je suis là pour vous parler un peu d'éloquence et de la pratique de l'oralité en classe à travers ce roman que j'ai écrit, qui s'intitule Demandez-leur la lune. Je vous demande de l'indulgence parce que je n'ai pas du tout l'habitude de parler sans voir ceux à qui je m'adresse et c'est vraiment un drôle d'exercice. Voilà.
Donc, je vous demande de poser le plus de questions possible parce que là où je me sens le mieux, c'est évidemment dans l'interaction. Alors, Demandez-leur la lune. C'est donc l'histoire de quatre jeunes un petit peu fâchés avec l'école ou carrément en décrochage scolaire qui arrivent en lycée pro et qui font la rencontre, donc on oblige à faire un cours de soutien et qui font la rencontre d'une Madame Fortin qui leur propose, au lieu de faire des cours d'orthographe et de grammaire, de les inscrire à un concours d'éloquence, eux qui ne savent même pas ce que ce mot signifie. Et donc, c'est l'histoire de ce parcours de chaque jeune à l'intérieur de ce cours, comment il va évoluer, comment la pratique de la langue, de l'éloquence va le transformer et le modifier au fur et à mesure de cette année un peu particulière. Voilà, donc moi, ce livre-là, en fait, je cherchais un moyen depuis un moment de parler dans un de mes romans de ce métier que j'ai exercé pendant 25 ans, que je n'exerce plus, mais que j'ai exercé pendant 25 ans avec passion. Je voulais en parler du côté lumineux, c'est-à-dire de raconter la beauté de ce métier, la passion qu'il faut pour l'exercer et la passion qu'il faut pouvoir garder pour l'exercer longtemps. Je voulais raconter aussi ce qui me tenait à cœur, c'était l'inscription, comment un individu s'inscrit dans un groupe, c'est-à-dire d'essayer de raconter l'importance du groupe dans la construction des élèves, parce qu'on a toujours l'habitude de raconter le groupe du point de vue d'un danger, de la rumeur, du harcèlement, d'un endroit où on n'est pas reconnu. Or, je pense que le groupe à l'école, en tous les cas, c'est aussi un lieu où on doit pouvoir construire quelque chose qui a un rapport avec la citoyenneté et que ça se passe sous le regard des autres et que c'est dans ce lieu-là que voilà, se construisent la conscience qu'on vit dans une société et que c'est à nous, profs, de leur transmettre ça. Et puis je voulais parler de la métamorphose, c'est-à-dire les trajets de ces jeunes, de vos élèves qu'on transforme et comment ce qu'on leur transmet comment ça peut influer sur leur vie. Donc, c'est un peu tout ce qui bouillonnait dans ma marmite avant de commencer à écrire et donc l'éloquence. Je suis tombée sur l'éloquence, puisque j'avais beaucoup pratiqué en classe la pédagogie de projet, aussi bien avec plein de projets différents, aussi bien théâtre que d'écriture, que de réalisation de courts-métrages, mais aussi de réalisation de journaux télévisés, de pratique d'écriture de journalisme, de journal, et cetera. Et l'éloquence, je ne l'avais pas fait. Et ça m'a semblé extraordinairement contemporain de traiter de ce sujet-là. Il y avait un enjeu démocratique qui n'était pas pour me déplaire, de ce que je racontais de la construction d'un sentiment de citoyenneté. Un enjeu démocratique parce que apprendre à débattre et à accepter le point de vue de l'autre, je pense que ça fait partie de nos missions numéro 1. Mais que ça ne va pas sans, ça va pas sans la conscience de l'importance de prendre la parole, d'apprendre à prendre la parole, à être écouté. J'ai vu ça 1000 fois auprès de mes élèves, quand on leur donne la parole, quand on leur donne en disant vas-y, je te regarde et je t'écoute, ce qu'on peut voir apparaître, le sujet, la personne qui apparaît à ce moment-là, la richesse que ça peut engendrer. Et puis, mais ce n'est pas simplement le fait de le faire en donnant la parole à quelqu'un, c'est aussi de le faire à l'intérieur d'un groupe. Ce n'est pas juste sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à l'intérieur d'un groupe et donc à l'intérieur d'une classe. Et je crois que c'est si difficile à faire, parce que c'est assez difficile et assez rare en fait en classe cette prise de parole, cette prise de risque, c'est qu'il y a chez beaucoup d'élèves le sentiment d'une grande illégitimité à prendre la parole, un grand risque, et c'est un peu de ça dont j'avais envie de parler à travers ce roman.
Alors pour commencer, peut-être, j'ai eu envie de m'appuyer puisque j'ai eu la chance d'entendre, là, l'enregistrement en cours de Rachel Arditi, sur ce sentiment d'illégitimité justement, un extrait d'un monologue de Bastien, donc qui est le 3e personnage qui intervient dans le livre, un des 4 loulous, qui s'essaye donc, à la prise de parole tout seul avec son téléphone. Donc c'est un extrait qui dure une minute, hein, vous affolez pas, ça va pas durer trop longtemps et à partir de là, voilà, j'aimerais rebondir sur plusieurs thèmes. Donc je vous laisse écouter. Peut-on tout dire? Il s'assoit dans le vieux fauteuil en cuir tout troué de son grand-père. C'est là qu'il venait se réfugier quand il était puni. Ça faisait des années que ça ne lui était pas arrivé. Il pose son téléphone portable devant lui et il appuie sur Start. Est-ce qu'on peut tout dire? Tout, ou rien, ou pas trop, c'est quoi cette question? En dire le moins possible, c'est ça que j'ai toujours fait. Il hésite. C'est pas seulement dire ou rien dire, c'est aussi pas penser. Plutôt faire. Se lever, bosser, manger, boire, pêcher, chasser, dormir, ranger, trier, faire le ménage. Des fois rire, danser aussi, tous les ans pour le 14 juillet, quand il fait beau et chaud. C'est le bal sous la glycine. Mais toujours sans un mot. Le strict minimum. Rien que des mots utiles. Ils pourront pas m'enfermer. Ils y arriveront pas. Personne. Je le sais depuis longtemps. Je vais pas rester. Je veux voir le monde. M'en aller loin. Le plus loin possible. Les mots semblent mourir sur ses lèvres. Pas leur ressembler. Donc voilà l'extrait de Bastien. Alors moi qui me touche beaucoup parce que ça raconte un peu ce qui est au cœur de ce livre-là, c'est-à-dire le rapport particulier qu'il a au langage, aux mots, qu'on ne mesure pas forcément d'ailleurs quand on est prof. L'écart qu'il y a parfois entre nous, notre usage qu'on a des mots, de la pensée, et ceux des jeunes qu'on peut côtoyer. Et en fait, c'était vraiment un de mes premiers soucis quand j'ai écrit ce livre-là, dans la construction de ce livre-là, c'était de raconter le rapport particulier que chacun peut avoir au langage, aux mots, à la prise de parole, en fonction de la place qu'il occupe dans la société, dans le monde, et sa famille et son histoire. Parce que c'est avec tout ça on sait bien que c'est avec tout ça que chaque jeune et chaque élève arrive dans la classe. Et donc la construction du livre, elle était vraiment pour moi faite de ça, à savoir que c'était pas le plus évident en fait. Le plus évident aurait été de construire, de raconter le parcours d'un jeune et de sa réussite et son déploiement. J'aurais pu prendre Lilou et on aurait suivi Lilou jusqu'au bout, jusqu'à sa victoire au concours, avec une prof extraordinaire qui l'accompagne, un peu comme c'est raconté dans le film Brio, où il y a voilà, l'épanouissement d'un sujet grâce à un prof. Or, moi, ce que je voulais vraiment, c'était que de raconter voilà, les histoires de gens qui, justement, n'ont pas accès ni à la culture, ni au langage, et avec une prof qui n'était pas quelqu'un de fascinant, une prof qu'on ne voit que par les effets qu'elle produit et non pas par sa personnalité extraordinaire. C'est-à-dire que, alors c'est pareil, il y a le, le modèle, c'est Le Cercle des poètes disparus, qui est un film que j'ai adoré quand j'étais jeune. Et pourtant, je ne voulais pas d'un prof qui soit le prof des Cercles des poètes disparus, parce que moi, c'est un peu le joueur des flûtes oui, le joueur de flûte de Hamelin qui envoûte et qui séduit, et qui est aussi le travers de l'éloquence, c'est-à-dire qu'avec l'éloquence, on peut le mieux comme le pire, alors que ce que je souhaitais, c'était d'apporter les mots aux élèves, aux jeunes, à mes 4 personnages, de les voir se déployer, de voir les effets de ce que la prof promeut,
transmets comme une proposition de liberté et non pas comme une proposition de séduction. Voilà. Alors, je voudrais revenir voilà, sur Bastien et sur cette peur de prendre la parole. Alors, sur la différence de rapport aux mots et le fait que on n'utilise pas les mots que subitement Bastien découvre qu'il a accès au fait de parler de ses émotions. Je me souviens d'une rencontre autour de ce livre-là dans une campagne très éloignée, hein, dans cette diagonale du vide que j'essaye de décrire dans le livre, où des élèves m'ont demandé lors d'une rencontre si j'avais d'autres livres que les miens chez moi. Et c'est une des rencontres, je pense, où je suis restée, moi j'étais le plus éloignée des élèves que je rencontrais. Je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté, et pourtant Dieu sait que j'ai rencontré des élèves en difficulté. Mais là, l'écart était immense, et je crois que voilà, c'est cet écart-là que j'essaye de jamais oublier. Voilà. Et sur cette peur de prendre la parole, je pense qu'il y a des différences sociales qu'il ne faut jamais nier. Qu'il faut, voilà, que l'éloquence permet de donner de la confiance en soi, d'empêcher le silence de gagner. Et puis, dans l'éloquence, il y a aussi la question du débat et de la peur de débattre. Donc, il y a la peur de prendre la parole pour les élèves, donc la nécessité de créer un cadre sécurisé, la nécessité de permettre à toute parole de se déployer. Et puis, il y a aussi, pour les professeurs, je crois, la question du débat et la peur peut-être de débattre, parce que la société est comme elle est actuellement, et que on a peut-être peur de donner la parole aux élèves, de faire des débats en classe, avec des sujets qui peuvent être risqués, on va dire. Voilà. Et il y a dans ce livre-là un personnage qui est un personnage que j'ai dessiné en creux, qui est Kylian, le frère de Lilou, qui est parti faire le djihad en Syrie. Et c'était pour moi, c'était vraiment un moment, quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était un moment où, en 2015, juste après les attentats, et puis juste après cette vague de jeunes qui sont partis faire le djihad en Syrie, alors je me suis dit tout de suite, mais comment se fait-il? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nous, pour que des jeunes aient envie d'aller faire la guerre à l'autre bout du monde? Et c'était, je crois, ce livre-là que j'ai écrit, je crois que c'était vraiment une réponse à cette question-là. Je pense qu'on n'a pas assez débattu, je pense qu'on n'a pas assez donné la parole aux jeunes, je pense qu'on a eu peur justement de faire des débats et d'exercer la démocratie dans nos classes. Voilà. Et que voilà. Et que c'est vraiment quelque chose que j'essaye de pratiquer depuis que je suis enseignante. D'abord parce que j'ai eu la chance d'être formée au théâtre, de faire d'abord et de pratiquer beaucoup de théâtre en classe, avec des exercices comme j'en montre dans le début du livre. Et puis, avec cette idée que le corps aussi doit être au centre de ces pratiques-là, parce qu'en fait, l'éloquence, c'est aussi se mettre debout pour parler et se mettre en jeu physiquement. Donc, c'est toute une partie qu'on n'utilise pas forcément, de techniques, de diction, d'exercices de diction, d'exercices voilà, de volume de la voix, qui permettent, je crois, aux jeunes de se déployer au sein de la classe, hein, donc avec des exercices de théâtre, et puis qui permettent aussi d'être dans le regard, de regarder et d'être regardé, tout simplement. Et je crois qu'il y a une autre chose que je voulais dire, c'était l'histoire des consignes. Moi, quand j'ai fait du théâtre, quand j'ai pratiqué du théâtre, une des premières choses que je me suis amusée à faire, c'était de ne pas respecter les consignes.
dans une espèce de conscience-inconscience. Et j'ai été très surprise de voir à quel point les metteurs en scène ou les profs étaient extrêmement sensibles au fait de contourner la consigne. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en cours, où on a l'habitude quand on donne la parole aux élèves, de la donner pour la valider, pour savoir si elle est vraie ou si elle est fausse, ou ce qui est dit est vrai ou faux. Or, dans l'éloquence, je trouve ça intéressant, dans les exercices de théâtre, dans les exercices de prise de parole, de ne pas être dans vrai ou faux, mais dans la confrontation d'un point de vue avec un autre. Voilà, pour que la parole puisse se libérer. Alors, je vous propose maintenant d'écouter un autre extrait, celui de Samantha. Alors, Samantha, qui est le personnage, la deuxième qui intervient dans l'histoire du roman. Ça vous dérange? Je vous dérange? Déranger. Déranger, c'est peut-être par là que je dois commencer. Par le sens des mots. Elle cherche la définition sur son téléphone, mais pas moyen d'attraper le réseau. Elle se résout à chercher le dictionnaire à l'intérieur, revient avec, le feuillette jusqu'à tomber sur le mot qu'elle cherche. Déranger, c'est donc mettre en désordre, déplacer de son emplacement assigné. C'est donc lorsque quelque chose ou quelqu'un n'est pas à sa place. Elle relève la tête, hésite, et puis parle dans la machine. Pour un papier, c'est simple. Il suffit de le chercher et de le remettre là où on pense qu'il doit être. C'est moins facile quand il s'agit d'une personne. Quelle place donner à ceux qui dérangent? C'est-à-dire à ceux qui, elle se penche sur le dictionnaire, ceux qui gênent, importunent, troublent, quand ils ne détruisent pas l'image qu'on se fait du monde, des autres et de l'ordre public. Et donc, ma mère, elle est de ceux-là. Elle est une dérangée qui dérange. Autrement dit, ma mère est folle. On dit aussi bipolaire, maniaco-dépressive ou psychopathe. Ça dépend des gens, des modes et des endroits. Mais ça change rien au fait que parfois, il faut l'enfermer, la shooter jusqu'à ce qu'elle se calme, qu'elle flotte à nouveau entre deux, entre trop et pas assez. Voilà donc le petit extrait de Samantha. Je me disais en l'écoutant qu'il y avait aussi ce risque-là, quand on donne la parole et quand on pratique l'éloquence, que surgissent à partir du moment où on donne la parole, que surgissent en classe, dans des ateliers d'écriture, des choses fortes qui concernent l'intimité des élèves, et que ça, ce serait toute une réflexion à avoir de ce qu'on en fait. Voilà, mais je voulais poursuivre ce webinaire en disant qu'il y a aussi, donc, à part ces exercices qui sont d'abord des exercices de prise de parole, de théâtre à l'intérieur d'un groupe, il y a aussi toute une phase, je pense, extrêmement importante de nourrissage à travers des textes, hein, ce que raconte un peu le livre, c'est-à-dire qu'elle leur donne des textes à lire, qu'elle leur donne alors, que ce soit ce qu'on appelle la littérature classique ou la grande littérature, ou des textes plus contemporains, des textes pour la jeunesse, mais en tous les cas de leur donner des choses à lire et à dire à voix haute, ou voilà, pour que justement quelque chose de la littérature et de l'écrit soit connecté avec quelque chose d'eux-mêmes. Et je prône absolument pour de leur faire lire des choses fortes, en tous les cas pour les adolescents, parce que je pense toujours à ce texte du premier homme d'Albert Camus, qui raconte dans un moment donné, ces deux personnages, ces deux héros vont dans une bibliothèque et prennent des livres, peu importe le style, pourvu qu'ils racontent la vie violente. Et je trouve
que dans ces textes, moi je suis absolument en phase avec cette phrase-là, parce que je pense que les adolescents aiment dans ce qu'ils lisent, quelque chose qui est de l'ordre des émotions fortes, on va dire, mais en tous les cas, quelque chose qui peut leur permettre de se représenter quelque chose de leurs émotions qui les traversent, c'est ce moment de grand bouleversement pulsionnel, et que ça les aide à élaborer quelque chose de leurs émotions et de leurs pulsions, et que ça les aide à grandir, et que du coup, il y a quelque chose qui, justement, passe par les mots. C'est pour ça que dans le livre, il est question de textes. Alors évidemment, il y a la scène Racine, mais il y a aussi Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad, qui est un des premiers romans jeunesse que j'ai lu, qui est un texte absolument extraordinaire, qui est dans la collection d'Actes Sud d'une seule voix, qui sont justement des textes assez courts qui sont faits pour être dits, où il est question d'un jeune homme qui va voir qui n'arrive pas à aller voir sa mère qui est en train de mourir. Mais il y a aussi dans cette désir de nourrissage, donc cette phase de nourrissage des élèves, il y a aussi la pratique des ateliers philo, qui est aussi un accès à la parole et au débat. Et puis, il y a toute la pratique de la médiation culturelle. Alors, la médiation culturelle. Isabelle, je me permets, il y a des questions qui arrivent, mais il y en a une, je me disais que c'était peut-être pertinent qu'on y réponde tout de suite, qui demandait si les extraits littéraires donnés par donc, Agathe Fortin étaient repris dans le roman. Et en fait, je pense que tu les listes, c'est-à-dire que tu dis à chaque fois quelle est l'œuvre, quel est l'auteur. Donc tu fais bien, voilà, tu dis bien de quoi il s'agit. Pour autant, ils ne sont pas reproduits. Hein. Si c'était ça la question, voilà, ils ne sont pas reproduits. Peut-être qu'il peut y avoir un intérêt à ce qu'on les liste. Ça, on pourrait faire, ça nous les lister, tous les textes que tu as identifiés, qu'Agathe Fortin identifie justement comme du nourrissage. Je réponds là donc à la professeure, on va les lister et puis vous les faire parvenir parce que je pense qu'effectivement, il y a là une bibliographie à la fois classique et contemporaine qui peut être intéressant si vous cherchez justement des textes à faire travailler à vos élèves. Oui, alors je peux tout à fait faire une liste de textes qui me semblent, enfin, dont je sais, puisque j'ai été aussi formatrice pour les professeurs documentalistes, donc sur les romans ados, donc j'ai toute une liste de textes que je peux fournir qui sont voilà, voilà, où je peux faire lire n'importe qui avec ces textes-là, des textes courts, des textes difficiles, des textes moins difficiles. Là, et bon, alors moi, dans ce livre-là, j'ai utilisé des textes qui rentraient enfin, c'est dans le cours de l'écriture, qui rentraient voilà, en résonance avec mon personnage. Voilà. Et donc, la décharge émotionnelle que décrit Wajdi Mouawad dans Un obus dans le cœur correspondait à l'impossibilité de dire quoi que ce soit de lui-même pour Bastien. Eh ben, c'est formidable. Nous, on commencera en interne par lister ceux qui sont dans ton livre et puis si tu peux les compléter, je pense que ça fera une base riche. Je disparais à nouveau. Alors, j'étais en train de parler de médiation culturelle. Alors, la médiation culturelle, je pense que vous connaissez, vous savez peut-être ce que c'est. C'est donc quelque chose qui a été théorisé par Serge Boimard, hein, avec 2 ouvrages. Le premier, c'est Ces enfants empêchés de penser. Non, le premier, c'est L'enfant et la peur d'apprendre, et le deuxième, c'est Ces enfants empêchés de penser. Je pense que pour pouvoir pratiquer la médiation culturelle, le deuxième est plus utile. Et donc, c'est l'idée de débattre en classe tous les matins, 1 heure, à partir des textes de la mythologie, mais pas seulement. Ça peut être d'autres textes. Et l'idée est donc de lire un texte et puis de poser une question une question à laquelle on ne peut répondre, qui est proposée aux élèves à partir de ce texte-là et où chacun amène un élément du débat.
Et puis à la fin de ce temps de débat, on fait un temps d'écriture où chacun écrit ce qu'il a retenu de ce débat-là. Alors ça, c'est vraiment possible de le pratiquer dès la maternelle, mais on peut le pratiquer en primaire et puis on peut le pratiquer au lycée. Et ce que Boismar constate et ce que j'ai pu constater, c'est que dans les classes les plus en difficulté, dans les classes les plus violentes, où là il y a le plus de violence, en 3 mois de cette technique-là, la violence alors ne disparaît pas, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'un groupe qui apparaît et justement d'une capacité à élaborer et à penser, voilà, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Donc ça, c'est, je trouve, les premiers pas vers l'éloquence, parce qu'en fait, de pouvoir confronter son point de vue au point de vue de quelqu'un d'autre et d'amener le débat dans la classe et l'oral sans que jamais cette question-là qui est mise en débat ne soit de l'ordre du jugement, puisqu'on est, on est en train de débattre d'une question à laquelle on ne peut répondre, hein, qui est on pourrait dire une question de la même manière que dans un atelier philo, voilà, on ne peut pas répondre c'est quoi la vérité, par exemple, est-ce qu'on, ou la phrase de Bastien, peut-on tout dire? Bon, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas en tous les cas univoque à cette question-là. Donc ça permet de voir éclore, parce qu'en fait c'est quand même ça l'objectif, de voir éclore des élèves qui n'ont pas accès à l'écrit ou aux exercices scolaires, ou voilà. Et puis de voir éclore aussi une parole qui circule et l'écoute de l'autre. Parce que peut-être que ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans le livre que j'ai écrit, ce que je voulais absolument montrer, c'était que c'est la rencontre avec l'autre qui fait que le racisme de Bastien va tomber devant la rencontre qu'il fait avec Farouk. Et que c'est la rencontre avec l'autre qui le métamorphose, voilà, de le voir apparaître. Je ne sais pas pourquoi j'attends une question, mais il n'y en a pas. Donc, alors, et pour finir, alors, oui, peut-être vous évoquez aussi l'articulation entre l'oral et l'écrit, parce que je trouve qu'il y a dans l'éloquence quelque chose autour de ça qui est intéressant à travailler, c'est-à-dire que on voit bien dans le livre qu'il ne suffit pas de parler, voilà, qu'il y a pour un discours, ça se construit, ça s'élabore, mais que donc ça s'écrit d'abord et puis après ça se dit, mais qu'il y a quelque chose à travailler d'un va-et-vient entre l'oral et l'écrit. C'est pour ça que je propose cet exercice qui est un peu factice, qui me servait en tant qu'autrice, d'écrire, pardon, de passer par comme un peu de l'écriture automatique quand on essaye d'écrire toutes les pensées qui nous viennent, de travailler l'oral de cette manière-là et de l'articuler à l'écrit, et puis de rédiger le discours et puis ensuite de le dire. Pardon. Alors, et pour conclure, je voulais prononcer le mot d'ambition, parce il est dans le titre. Et je pense qu'il est vraiment au cœur de la pratique de l'éloquence. Je me souviens d'un projet autour du procès de Médée que nous avions mené, où on avait écrit, donné des rôles à chacun, où il fallait que les élèves jouent chacun le rôle de l'avocat général, du procureur, des témoins, etc., pour juger Médée.
Et j'en ai un souvenir ébloui. Et puis, je voulais raconter quelque chose, une anecdote, qui est voilà, un des souvenirs de ce que j'ai fait en tant que prof, qui est un souvenir que je chéris. Je faisais des cours en licence pro, à des licences pro, en tant que vacataire. Et je me souviens plus à quelle occasion, mais je me suis rendu compte qu'ils étaient tous euh, euh, pour la peine de mort. Et ça m'avait extraordinairement surprise. C'était il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et donc, je me suis dit, puisque le programme était assez libre, je me suis dit, je veux absolument les convaincre du contraire. Donc, j'avais élaboré tout un cours avec des discussions, avec des débats, avec des textes de Victor Hugo, etc., etc., des films, voilà. Et donc, on a fait toute une séquence là-dessus. Et à la fin, ils m'ont dit, bah non, madame, on n'a pas changé notre point de vue. C'est comme ça, on est toujours pour la peine de mort. Voilà, donc je suis repartie extrêmement contrite, déçue, et en me disant, ben voilà, il y a des fois où la démocratie, la pédagogie, on se plante, et puis la démocratie se plante aussi, et voilà. Et puis 3 mois plus tard, sur un tout autre sujet, subitement, un des jeunes, puisqu'ils avaient 23, 25 ans, a levé le doigt et m'a dit, en fait, madame, j'ai réfléchi, c'est vous qui avez raison, je suis contre la peine de mort. Et tous les uns derrière les autres, ils ont fait ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et voilà, et ça c'était voilà, je pense qu'on a tous des souvenirs comme cela, d'un moment donné d'avoir gagné contre l'obscurantisme. Voilà. Alors j'espère que vous avez des questions. Merci beaucoup, Isabelle. Je tiens à préciser que tu t'en es admirablement sortie malgré ton Covid, parce que oui, Isabelle l'a bien caché, mais elle a bien le Covid. Et mille merci, vraiment. Je crois que les questions sont sur des éléments concrets. Donc, si on revoit un peu les éléments que tu nous as donnés pour finalement l'apprentissage de l'éloquence, tu as parlé de différentes étapes. Tu as parlé de l'importance à donner au corps. Il y a des exercices qui sont liés au corps. Tu as parlé de l'importance de ce que tu as appelé le nourrissage. Tu as parlé de la médiation culturelle. Tu as parlé du lien entre oral et écrit. Et c'est une question que je lis, pour développer au mieux l'appétence des élèves pour l'éloquence, quel format, quel type de séquence ou d'atelier faudrait-il, selon toi, mettre en place de manière régulière et récurrente pour en faire, j'imagine, pour faire passer ça dans la circulation sanguine de la classe et dans l'ADN du cours et de l'apprentissage? Alors moi, je crois vraiment que le débat doit être, le débat et donc l'oral, doit être au cœur d'une pratique. Alors l'idéal, ce serait quotidienne, mais en tous les cas hebdomadaire, et que tout qu'on puisse le pratiquer régulièrement. Par exemple, on peut le faire à partir de livres, hein, on peut très bien... Je me souviens d'avoir fait ça, ce que j'appelais les dégustas-livres, c'est-à-dire que j'arrivais avec une malle pleine de livres, et puis ils en prenaient à partir de mes présentations, et après, eux devaient présenter le livre à leurs camarades. Ça, c'était filmé, c'est-à-dire que je les filmais, et après, on discutait ensemble de est-ce qu'ils étaient convaincants ou pas. Alors, ils étaient convaincants. Pourquoi est-ce qu'ils avaient donné envie de lire sur des critères différents. Donc, je pense que l'appétence de l'éloquence, elle est à donner voilà, tout au long de la scolarité. Puisque, et pas forcément, c'est ça que je voulais dire aussi que je n'ai pas dit, pas forcément dans le cadre d'un concours. Parce que moi, par exemple, j'ai loupé tous mes concours à l'oral. Je suis, dès que je suis en position de devoir faire preuve de mes compétences, j'ai plus rien qui se passe dans mon cerveau. D'où vous dire que c'était un peu compliqué de faire ce webinaire. Mais voilà. Par contre, dans le cadre d'un échange, d'un débat, voilà, d'un jeu, d'avoir ce souci de donner la parole à chacun sans jugement, je pense que c'est ça qui développe l'appétence pour l'éloquence.
Alors après, évidemment, le concours, c'est un jeu aussi dans le livre, et puis c'est un défi, c'est un peu, voilà, c'était un peu, pourquoi pas. Mais je pense que pour développer l'appétence, il faut la confiance. C'est ça. Et en fait, tu désacralises l'enjeu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de briller ou de pas briller, de gagner ou de pas gagner, il s'agit juste de prendre plaisir à discuter, en fait. Quand tu dis débattre, je dis discuter à dessein. Euh, une question très rapide avant qu'on parte sur autre chose. Est-ce que tu peux rappeler le titre de l'ouvrage de Boismar que tu as cité? Alors, le premier, c'est L'enfant et la peur d'apprendre, et le deuxième, c'est Ces enfants empêchés de penser. Il y a beaucoup d'interventions de Boismar qu'on peut regarder sur Internet. Euh, voilà, après, il y a des formations de la médiation culturelle, ça existe. Voilà. Et c'est vraiment extrêmement puissant. Peut-être que ça rejoint finalement celle que j'ai ensuite. Voilà, pour les professeurs qui n'ont pas été formés à l'éloquence, est-ce qu'il y a des ressources que tu as identifiées pour les aider à les former? Autre que demander-leur la lune, non, je plaisante, et que Serge Boimard, peut-être que tu as identifié d'autres textes, d'autres références? Euh, Moi, j'ai vraiment, sur cette question de la formation, je pense que les profs doivent s'autoriser à le faire sans être formés, parce que sinon, si on attend d'avoir la formation, on arrive à la retraite sans avoir rien fait. Donc, je pense que c'est vraiment l'idée vous avez passé des concours, vous avez lu des textes, donc vous savez faire, c'est sûr que vous savez faire. Après, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le faire? Et voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de le faire et de défendre ça? C'est ça qui va faire que vous allez embarquer vos élèves. Il n'y a pas de, il y aura pas de, il y a pas de concours d'éloquence pour les profs. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, je trouvais que c'était extrêmement réjouissant en lisant le livre parce que Agathe Fortin leur dit systématiquement pas de panique, il y a des techniques, pas de panique, ça s'apprend. En fait, l'idée même d'apprentissage et l'idée que tu peux te mettre à briller à l'oral, même si c'était absolument pas quelque chose qui était inné, voilà, on n'a pas besoin d'être en décrochage scolaire pour trouver que c'est assez réjouissant de se dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir acquérir et développer. Et donc là, on avait quand même l'impression qu'il y avait bien des étapes. Et c'est par là qu'elle les fait passer, puisque déjà, le premier truc, c'est qu'elle les fait monter sur scène pour se présenter. Et Absolument. rien que ça, il y a un espèce, je pense que tout le monde l'a vécu. Alors, moi, probablement en tant qu'élève, mais allez-y maintenant et que tous les élèves plongent et regardent leurs pieds. Voilà, bon, et heureusement, à la Farouk dont les enjeux sont tellement ailleurs que lui, bon, bah, effectivement, monter sur scène pour se présenter, pourquoi pas. Mais en fait, je trouve que très graduellement dans ce livre, Agathe Fortin nous donne les clés, c'est-à-dire, un, se présenter, deux, maîtriser son corps, et puis se débarrasser un peu de la peur du regard des autres, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire quand elle leur dit marcher, respirer, elle leur fait faire tu me corriges, mais je pense qu'elle leur fait faire des bruits ou elle leur fait faire une imitation ou elle leur fait. Donc, on sent bien quand même qu'il y a une logique et c'est ce que tu racontais très bien quand tu le redécrivais. C'est que le premier truc, c'est les questions du regard des autres et du corps. C'est quand même les premières étapes que tu mets en avant. Donc, je trouve intéressant de dire qu'il y a à la fois pour le professeur qui veut se lancer dans cet enseignement et puis pour l'élève. Je trouve que c'est chouette de dire qu'il y a quand même une évolution et une technique, parce que c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ne cesse de dire. Oui, c'est la technique du prof. La technique du Ouais. prof qui amène ses élèves à aller voilà, vers là où elle veut les conduire, et elle veut les conduire à prendre la parole et à être à l'aise pour prendre la parole. Donc c'est voilà, c'est la technique du prof. Après, moi c'est vrai, j'ai fait du théâtre en formation quand j'étais prof, hein. Donc, j'ai pratiqué le théâtre et donc j'ai vécu ce moment où il faut prendre la parole sur scène. Voilà, et j'ai fait des ateliers théâtre avec mes élèves. Donc, mais je pense que les gens qui se sont inscrits à ce webinaire, c'est qu'ils ont une envie de donner la parole à leurs élèves et d'être dans ce rapport-là. Donc, après, il y a le livre que j'ai mis en fin de mon roman. Là, je fais une espèce de je ne sais plus comment, Bertrand Perrier,
La parole est un sport de combat, où il y a toute une série de techniques et d'exercices qui sont donnés, qui peuvent être utiles, qui sont comme une réserve. Et puis, il y a énormément de livres qui sont sortis depuis, de techniques d'éloquence. Alors, moi, j'ai tout un truc avec... Ils parlent tous de gérer les émotions. Je trouve que le rapport aux émotions, quand on parle de gestion, on est dans quelque chose d'hyper formaté. Or, c'est l'inverse qu'on cherche en classe. Voilà, sur comment on met les mains, comment il faut mettre son corps, sur le langage codé, tout ça. Je pense que ce qui porte le regard d'un prof sur ses élèves et qui le fait avancer, c'est de le voir apparaître tel qu'il est. Et pas, même avec ses embarras, ses difficultés, ses bégaiements, voilà, je pense que c'est ça qui donne la Alors liberté. justement, ça va dans ce sens-là. Une des professeurs nous rappelle que dans un groupe, dans une classe, le regard des autres élèves est hyper intense, pour celui en particulier qui va monter sur scène. Est-ce que tu trouves pertinent de rappeler les règles du jeu, à savoir des consignes de bienveillance, de non-jugement, d'absence de moquerie, voilà, de remettre un cadre quand même à cet exercice? Alors, il n'y a pas de, c'est sûr, il n'y a pas de prise de risque s'il n'y a pas de cadre sécurisé. Ça, c'est vraiment la prof est le garant du cadre. Donc, c'est interdiction enfin, c'est la règle du respect de la prise de risque de l'autre. Voilà. Et comme chacun regarde l'autre et que chacun va prendre de risques, je pense que c'est possible. Après, je crois que c'est possible dans un cadre peut-être plus restreint, dans des demi-groupes plutôt que dans le groupe classe, mais c'est à voir. De créer une plus petite dynamique. On a un participant qui nous... Enfin, alors, peut-être qui toi te rappelle, mais en tout cas qui moi m'informe, qui a un concours national d'élégance pour les femmes de la fonction publique. Et qui nous donne l'adresse. Je trouve ça assez génial. Je donne l'adresse à tout le monde et puis on vous la communiquera également. https:// mais vous n'en avez pas tant besoin, c'est avoix égale au pluriel.com. Et donc voilà, donc si il y a un concours d'élégance pour les professeurs finalement, bon pas que pour les professeurs puisque j'imagine qu'il y a d'autres participants, mais c'est génial. Désolée pour les professeurs. Je voudrais peut-être par contre dire que tous les lundis pour ceux qui habitent Paris, tous les lundis à partir de janvier, le lundi soir à 19h ouvert à tous, il y a des concours d'éloquence d'avocats. La conférence où on peut, qui est ouvert au public et où on peut voir des avocats voilà, sur un sujet tiré au sort, déployer leur savoir-faire. Alors, moi, j'en ai pas parlé parce que je suis vraiment pas dans parce que c'est éblouissant. Voilà, c'est éblouissant et on se dit, on n'y arrivera jamais, ils sont tellement forts et voilà. Donc, je voulais surtout pas parce que c'est un peu écrasant des fois les modèles puissants. Oui, mais en même temps, j'imagine que ça doit être comme une pièce de théâtre, un moment tout C'est à jubilatoire, fait grandiose, c'est ça. très fort. Ouais. Tu sais s'il y a une captation ou une rediffusion? Non, il n'y a pas de captation. Mais par contre, on peut aussi regarder, il y a plein de concours d'éloquence qui sont en ligne d'avocats dans des grandes écoles et que je trouve qu'on peut utiliser comme matière avec les élèves. Après, ça dépend de leur âge et tout ça, mais je trouve qu'il y a de quoi faire justement peut-être pour travailler la différence entre convaincre et persuader, puisque convaincre, on est du côté de la raison, persuader, on est du côté des émotions, de travailler aussi ce que je n'ai pas évoqué dans le webinaire, mais enfin tout ce qu'il y a, parce que dans l'éloquence, il y a aussi la manipulation. On sait qu'il y a voilà, on sait à quel point le politique peut utiliser l'éloquence pour défendre tout et n'importe quoi. Voilà. Oui, et puis il peut y avoir aussi des débats qui font défendre l'absurde. Et la question, c'est le pouvoir des mots, c'est le pouvoir des mots, mais dont il est fait référence aussi. Un petit mot, parce qu'on est sur la question des références. Tu parlais du film Le Brio. Vous le connaissez sûrement parce qu'il a été... il a quand même fait un gros buzz, etc. Mais si jamais Le Brio, j'ai envie de dire...
Non, c'est Daniel. Je cherche le... Auteuil et Daniel Camélia Auteuil, on est Jordana. d'accord. Voilà. Et Camélia Jordana, c'est ça. Voilà. Mais enfin, s'il y a un film à voir, ce serait plutôt À voix haute, qui est un film documentaire sur justement ce Perrier là, qui a écrit un livre derrière et qui raconte le parcours de jeunes à l'université de Seine-Saint-Denis. On voit 4 ou 5 jeunes et un an de cours d'éloquence. C'est extrêmement émouvant. On va faire une petite note. On va faire une petite note de toute façon sur ces références. Pour revenir sur c'est pas une question, mais c'est une remarque que je partage avec vous tous. C'est très intéressant que les élèves aient conscience justement de la question de la manipulation, donc de l'absurde et de la manipulation pour mieux appréhender leur monde futur. Je trouve que c'est très juste comme remarque, donc je partage. On revient, si tu veux bien, sur la Je voudrais question juste ajouter quelque chose Pardon. à ce propos parce que j'ai entendu parler la traductrice des discours de Trump qui disait justement que c'était intraduisible parce qu'il n'y avait pas de construction, de construction logique, que même les phrases étaient discontinues et déstructurées. Et que c'est le propre des dictateurs d'utiliser ce langage-là, et je trouve ça très intéressant de le souligner quand même. Voilà. L'absence de fil rouge et de cohérence. C'est une éloquence et qui n'est que sur des mots-clés, de la pensée explosée, quoi, en fait, pulvérisée. La difficulté pour un traducteur ou bien la difficulté pour un partenaire. On se souvient de son débat télévisé qui était épique parce que comment est-ce qu'on réagit face à quelqu'un qui est... Exactement. Mais D'ailleurs, on en a eu un d'assez épique, nous aussi, de débat télévisé politique où il y avait un truc complètement absurde. Et comment on réagit? Parce que si on s'énerve face à l'absurde, on serre celui qui est en face. Sur la question des émotions, comment est-ce qu'on gère ou comment est-ce qu'on articule les émotions qui peuvent être très vives des adolescents dans les débats? J'ai l'impression que tu disais que c'était bien de les laisser, en fait, de leur laisser jour parce que c'est ça qui faisait la saveur de ces moments aussi. Alors, ça, c'est tout un travail, hein. Effectivement, c'est compliqué, mais je pense, puisqu'on parlait de respect, dans un débat, on va dire, je pense qu'il y a la question de la prise de parole et du temps, du temps, enfin voilà, de la prise de parole l'un après l'autre, avec évidemment l'interdiction de l'insulte qui est la base, et peut-être dans la question, puisque la question c'est la validité d'un argument. Est-ce qu'il est convaincant ou pas convaincant de rester sur ce terrain-là pour essayer justement d'être justement dans l'argumentation, même s'il y a des émotions. Je ne sais pas si je suis claire. Écoute, j'ai l'impression que oui, mais on va nous le dire si jamais il faut creuser la question. La question suivante, alors, sur ces sujets, donc sur des sujets peut-être, je pense que c'est lié à un moment dans la discussion, donc je pense qu'on parlait des moments sur les sujets de débat, les sujets de débat dont on parlait dans l'actualité. Est-ce qu'on est sûr que nos élèves ont des choses à dire? Que faire en cas de page blanche de leur part? Alors, je pense que oui, les ados ont quelque chose à dire. Tous. Après, qu'est-ce que... je pense que justement, l'idée, c'est de ne pas commencer par un sujet complètement déconnecté d'eux et qui soit extérieur à eux, sur une actualité même qui est brûlante ou qui nous... D'ailleurs, actualité brûlante, je pense qu'il ne faut pas y aller. Mais voilà, donc d'être dans quelque chose qui est au plus près d'une préoccupation voilà, adolescente. Après, il faudrait inventer dans quel cadre on travaille là. Mais c'est vraiment... par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la médiation culturelle, on est sur des enjeux, par exemple, sur Ulysse. Pourquoi Ulysse refuse l'immortalité quand Calypso lui propose? Eh ben, je peux vous assurer que n'importe quel niveau de classe à partir de 8 ans débat pendant 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure sur pourquoi pourquoi il la refuse, est-ce qu'il aurait dû l'accepter, voilà. Et donc
Et pourtant, ça paraît loin, mais en même temps, c'est des questions universelles. Voilà. Je pense que quand on est sur une question universelle, tout le monde a quelque chose à dire. Alors, tu parles de l'universel ou bien tu parles justement, j'allais dire à l'inverse, mais non, de ce qui peut être au plus proche d'eux. Donc, par exemple, du local. Je te dis n'importe quoi, la cantine locale, une initiative de la mairie, ce genre de choses, des choses sur lesquelles ils peuvent avoir un peu maîtrise. Oui, alors là, on est plus sur des débats citoyens, Mm. sur des débats citoyens, ce qui est une autre possibilité. Mais je crois honnêtement qu'avant d'arriver sur un débat sur la cantine ou l'organisation et tout ça, ou alors après, ça dépend de qui on est comme prof, qu'est-ce qui vous anime vous. Moi, ce qui m'anime, c'est pas le problème de la cantine, honnêtement. Moi, ce qui m'anime, c'est l'histoire d'immortalité d'Ulysse, voilà, des questions philosophiques. Et en plus, les enfants et les ados ont des réponses extraordinaires à ces questions-là. Voilà, parce qu'en fait, ça touche chacun, la question de la mort, de la vie, du désir. Voilà. Tu réponds un peu à l'autre question que j'avais, une des dernières, je crois, mais voilà, il nous reste quelques minutes. Donc, si vous en avez encore une qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas, enfin, qui vous brûle les doigts. Est-ce qu'il y a un âge pour commencer? Mais tu viens de parler d'enfants de 8 ans, donc peut-être pas. Donc, pour toi, toutes les classes de collège peuvent faire l'apprentissage du débat et l'art de l'éloquence. Oui, mais je pense que dès l'école élémentaire, on peut commencer, mais dès le collège, la question du débat, de la prise de parole, du plaisir de... Et plus ils sont petits, plus c'est facile, hein, je trouve. Ça devient plus difficile à l'adolescence. Donc, oui, oui. Et après, oui, oui. Voilà, on avait une professeure de quatrième, typiquement, qui se demandait si sur la quatrième, il y avait peut-être un sujet qui Oh ben, en quatrième, le programme est formidable. Peut-on parler d'amour? Comment parler d'amour? Je crois que c'est ça. dire l'amour, oui, c'est un des thèmes d'études, dire L'amour. l'amour, absolument. Ouais, oui, donc sur ça peut faire Est-ce que tu recommandes de leur faire préparer les sujets en amont? C'est ce que fait Agathe Fortin à certains moments. Elle leur donne un sujet puis ils le préparent chez eux. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes ou plutôt de la spontanéité ou les deux, mon capitaine? C'est-à-dire que tous les cas de figure sont possibles. Là, après, ça me servait dans le roman. C'est-à-dire que là, je suis pas. Ça me servait dans le roman de les imaginer en train d'élaborer quelque chose de leur pensée à l'intérieur, voilà, dans leur famille. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce que l'accès à la parole, à la pensée, à l'éloquence au débat, les métamorphose dans leur vie de tous les jours. Comment ça les métamorphose dans leur rapport aux autres, dans leur rapport aux parents, comment ça va les aider à transformer leur vie. Et moi, je crois que, par exemple, le téléphone, enfin, toutes ces choses-là, oui, je crois que ça, les faire travailler à la maison en complément de ce qui se passe en classe. Voilà. Mais pas forcément comme un exercice noté, tatati, tatata. C'est intéressant que tu parles de téléphone parce que justement, un professeur souligne que c'est compliqué pour les élèves de parler au téléphone et c'est probablement évidemment quelque chose dont ils auront besoin. Est-ce que l'éloquence peut les aider à éradiquer cette peur? C'est difficile de parler au téléphone? Écoute, c'est l'information c'est vrai que moi j'étais plutôt côté comme un peu Sophie Marceau dans La Boum, l'adolescente pendue au bout du fil. Ils ont peur de téléphoner. C'est ça, ils ont peur de prendre. Mais ce Ah que je oui, comprends tout à fait, tu dois chercher un stage de troisième, tu as bien peur de sûr. décrocher ton téléphone. Oui, Et c'est vrai qu'on est quand même sur une génération où tout passe beaucoup par des textos, des vocaux. Et c'est vrai qu'il y a moins de. Enfin, avec les jeunes générations de ma famille, je le constate aussi. Ils préfèrent d'écrire des SMS. Voilà, c'est ça. Ils préfèrent écrire des SMS, ils ont quand même peur de téléphoner. Oui, mais dans le téléphone, il y a aussi des enregistreurs, ce que je trouve super, parce qu'après, c'est comme, ou même on peut se filmer, je trouve que c'est super, parce qu'il y a quelque chose d'un retour de la parole qui peut être utilisé comme un outil en classe. Oui,
Mais donc, et à l'inverse, pour toi, justement, apprendre à prendre la parole en classe, ça peut les débloquer pour le jour où ils devront passer un coup de téléphone pour expliquer quelque chose, prendre un rendez-vous. Mais en fait, ce qui les bloque pour prendre un rendez-vous, c'est subitement, d'abord, c'est la peur de rentrer dans le monde adulte. Et puis, je pense que c'est une confiance en soi. C'est justement à ça que peuvent servir les exercices d'éloquence. C'est pas tant à devenir champion toute catégorie ou avocat, c'est plutôt justement d'arriver à être plus à l'aise dans ce genre de situation. Formidable. J'ai une autre référence que je partage à tout le monde, mais je vous dis, c'est important. On va mettre en ligne sur le site du Cercle un petit texte référence, mais une professeure nous partage un lien sur le débat de compréhension de texte. Lettre.ac, donc académie-versailles.fr. Mais c'est pareil, on va le mettre en commun vos bonnes pratiques, et évidemment celle d'Isabelle pour faire une petite bibliographie de l'éloquence. Allez, j'en ai encore une, peut-être la dernière. Parce qu'effectivement, le temps en partie va être révolu. On parle beaucoup de confiance en soi. Arriver à être plus à l'aise, c'est aussi les valoriser dans ce qu'ils disent. C'est ça, c'est plus on leur donnera, plus on valorisera leur prise de parole, plus on valorisera leurs interventions, plus on leur donnera confiance aussi. Oui, c'est absolument ce que je défends. C'est-à-dire que la confiance en soi, elle se gagne au fur et à mesure des victoires qu'on a sur ses peurs, finalement. Mais c'est ça, mais c'est pas seulement prendre la parole, c'est aussi prendre la parole en étant écouté et en étant remercié. C'est ça qui doit avoir du Oui, charme. je lisais une citation là hier de Martin Buber qui disait « Au commencement était la relation ». Et je pense que c'est très fort sur l'être humain, mais c'est aussi très fort concernant notre métier. C'est-à-dire que c'est un métier de relation et de transmission, et que la confiance, c'est à eux de l'acquérir et à nous de leur donner. De la nourrir. Génial. Mille merci Isabelle d'avoir relevé le défi de ce premier webinaire organisé par le Cercle de l'enseignement Gallimard, et en plus avec le Covid. Et puis mille merci surtout à vous tous d'avoir participé, d'avoir été nombreux. Isabelle, je tiens à dire que ceux qui se sont connectés ne sont pas partis. Ça veut bien dire que tu les as intéressés. Et mille merci d'avoir joué le jeu des questions et de l'interaction, parce que c'est quand même ça qui est hyper sympa pour nous et pour Isabelle. Je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. Et un immense merci Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir.